Bah, merci beaucoup parce que c'est un super cadeau. Je pourrais pas les Euh, mettre parce que je fais du 42. Je pourrais pas les tester. Ah, tu les euh, nettoyer quand même, hein? non, mais écoute, on m'avait pas dit que je te le laissais, donc là, Ah va merde! falloir qu'on en discute en off, mais on va, Bon, bah. on va négocier, on va négocier. Bon, bah, c'est moi qui te cuisine, qui commence par te cuisiner. Euh, Donc, je crois que tu es né un petit peu T'es né dans Haute-Savoie, tu es né sur Annecy. Et tu es ingénieur pour Oka. Et bien sûr qu'aujourd'hui, on ne te reconnaît pas pour ton métier, mais plutôt pour les performances sportives que tu as fait récemment. Euh, Tu as fait un petit parcours aux États-Unis et aujourd'hui, tu es revenu sur le bassin annécien pour t'entraîner, pour partager ta passion du sport. C'est un bon résumé. Tu es venu avec un petit objet qui a une valeur très sentimentale pour toi, qui représente beaucoup de choses. Et alors pour toi, c'est quoi cet objet? Euh, alors, j'ai réfléchi 2 secondes et puis bon, bah, finalement, ça s'est imposé que c'est les chaussures avec lesquelles j'ai couru les 2 courses que j'ai fait cette année, donc la Maxi Race autour du lac d'Annecy ici et puis l'UTMB. Donc j'ai pas recouru avec, même si je pourrais, elles sont encore en bon état. Donc Donc elles celles-là, sont, elles ont combien de kilomètres? juste un peu moins de 600 km. Et elles Bon, sont je encore pense pas que je vais leur mettre 600 kilomètres. elles sont encore en bon état. Et ça, c'est des chaussures qui ont été faites spécialement pour toi? C'est toi qui les as développées? Alors j'ai fait partie du projet sur ces chaussures, mais à la base, c'est un projet qui était articulé autour de Jim Walmsley. Donc Oui, c'est un développement qui a commencé il y a 3 ans de ça déjà. Et c'est des variations autour de cette même chaussure que Jim et d'autres athlètes au cas ont pu utiliser sur l'UTMB, la Western States et d'autres courses du calendrier. c'est impressionnant parce que Elles sont pas l'air. tu es sûr qu'elles ont fait 600 kilomètres parce Ah qu'on ne doit ouais. pas courir de la même manière parce qu'elle a Non, même non. pas des crampons là, ils sont tous nickel. Non, Quand tu non, voles non. dessus. Non, non, c'est 100 km, tu vois. Ah ouais. Ouais. Donc non, elles peuvent. J'en ai une paire. Je les ai emmenées jusqu'à. Je crois que mon record c'est 1500 km avec la même paire sur cette même base, Parce hein. que normalement, la recommandation des chaussures, c'est de les changer assez régulièrement. Ouais, mais moi une partie de mon rôle c'est dans l'innovation. Donc Ah ouais. si on suit toutes les recommandations, Ça marche pas. ça marche pas, voilà, en général. Donc Et pour une course comme l'UTMB, tu changes combien de fois de chaussures? j'ai pas changé. J'ai Ah, tu as utilisé pas cette changé? même paire. Je les ai pas touchées du début à la fin. Donc Ça tu a as été la même paire. pas changé de chaussettes, pas Non. changé de chaussures, tu es resté droit dans tes bottes, comme on dit. Exactement, exactement. Elles ont tout fait. C'est assez rare quand même parce que Ouais, je trouve que ça, et ça ça dépend. Ouais, et ça, c'est quoi, une volonté de ta part ou c'est que tu voulais pas perdre de temps ou pour toi, tu es bien dans ta paire de chaussures et tu veux pas ouais, c'est à la fois qu'il n'y avait ouais, pas de soucis, il y avait pas trop de soucis en fait. Le fait que les conditions météo étaient sèches, ça a aidé clairement parce que si avec les pieds trempés, on a plus besoin ouais. certainement de changer de chaussettes et ou de chaussures. Mais non, non, moi j'avais fait pas mal de tests avec des entraînements longs avec ces paires ou d'autres bases similaires. Donc j'étais assez confiant à l'idée de faire la totalité du parcours, sauf si problème, mais non, ça n'a pas été le cas. Donc c'est sûr que c'est un gain de temps. Bah, merci beaucoup parce que c'est Ouais. un super cadeau. Je pourrais pas les Euh, mettre parce que je fais du 42. Je pourrais pas les tester, mais par contre, je vais les encadrer et là, ça sera voilà, un beau souvenir et puis surtout, un porte-bonheur pour moi. Ah ouais. Ouais. Ah, tu les Euh, nettoyer quand même, hein? non, mais écoute, on m'avait pas dit que je te le laissais, donc là, Ah va merde! falloir qu'on en discute en off, mais on va, Bon, bah. on va négocier, on va négocier. Bon, donc c'est à mon tour de te présenter, Jean. Donc j'espère que je vais pas dire de bêtises. Tu me corriges. Donc tu es d'origine savoyarde, tu es issu d'une famille de restaurateurs. À ton tour, tu deviens cuisinier. Tu fais tes premières armes auprès de grands chefs étoilés. 4 ans plus tard, tu deviens second dans le restaurant La Ferme de mon père à Megève, et le restaurant décroche sa 3e étoile. C'est là que tu rencontres Magali, qui deviendra ton épouse. Vous vous installez à Val Thorens, où vous avez l'opportunité d'ouvrir
ton propre restaurant et où tu obtiens ta première étoile Michelin à 26 ans. On en discutait juste avant. La deuxième suit 5 ans plus tard et en 2016, vous devenez propriétaire d'une maison emblématique de Haute-Savoie, l'auberge du Pervis, où on est assis aujourd'hui dans cette magnifique baie et ouais, où tu as la gentillesse de nous recevoir. Heu, En parallèle, tu as toujours été passionné par les grands espaces. Tu fais, littéralement entrer la nature dans ta cuisine et tu décroches à nouveau 2 étoiles Michelin en 2018. Tu es sensibilisé au sport, grâce à ton frère aîné qui a pratiqué le cyclisme sur piste à haut niveau et aujourd'hui, là encore on en discutait, malgré un emploi du temps bien rempli, tu restes un grand fan et un pratiquant assidu des sports outdoor. Tu as aujourd'hui 46 ans et tu es père de 2 enfants. Est-ce que j'ai été complet? Qu'est-ce que j'ai oublié? Tu parfait, je vais t'embaucher, hein. Bon, bah, c'est parti. Et donc ça, j'allais presque oublier, toi aussi tu as amené un objet aujourd'hui avec toi. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un objet qui est d'une couleur rouge. Je vois. C'est un objet qui a ça a été l'un de mes rêves, en fait. En fait, dans mon chemin professionnel, mon métier, on apprend beaucoup sur le tas et j'ai commencé par un apprentissage, dans une brigade et dans cette brigade, j'ai eu la chance de rentrer dans une brigade de chefs étoilés et bah, j'ai appris plein de choses et je me suis aperçu que, la gastronomie, elle pouvait être récompensée par des étoiles. Et quand j'ai compris ça, ben, en fait, comme je suis, un peu issu, d'une famille, sportive par mon frère et donc la performance est quelque chose d'important pour nous et d'aller chercher la gagne et pour moi d'aller chercher la reconnaissance, culinaire, c'était de décrocher une étoile, quoi. Et quand je me suis installé à Val Thorens en 2002 et ben, quand je suis rentré, en 2004 dans le guide et on s'est posé beaucoup de questions avec Magali. Savoir si, Val Thorens était, vraiment un environnement favorable pour exercer de la gastronomie. Donc on avait beaucoup de doutes, du doute culinaire parce que, on était dans une station qui était haute, une station sportive et la gastronomie avait pas forcément, une image qui pouvait coupler, le sport et le bien-être de bien manger. Donc on avait, pas forcément beaucoup de restaurants, beaucoup de clients qui venaient à ma table. Donc, ben, quand tu es artiste et que tu, te prépares le matin pour accueillir les clients et que la salle était pas pleine, ça remettait beaucoup en question, quoi. Et donc pour ça, j'avais innové pour essayer d'accueillir la clientèle skieur, donc cette clientèle sportive pour venir à ma table sur le déjeuner. Et puis, en 2006, on a eu, une magnifique, ben, récompense où, le guide Michelin nous a attribué ma première étoile à 2 300 mètres d'altitude. À l'époque, on avait, 301 étoiles Michelin en France et je suis rentré dans ces 301 étoiles Michelin, quoi, voilà. Et donc, je suis très heureux et fier de te partager Waouh. ce livre et tu pourras, peut-être c'est la bible de la gastronomie française et puis maintenant mondialement parce que, le guide Michelin est sorti de notre pays et pour aller aussi, révéler d'autres talents dans le monde entier. Et aujourd'hui, c'est un peu mon fil conducteur, où, ben, je crée des recettes et moi je cours pas, mais je cuisine pour pouvoir, essayer de faire grandir mon travail et je me remets en question au quotidien pour un jour pouvoir, rentrer dans la catégorie la plus grande du guide Michelin, c'est la troisième étoile, voilà. Tu me fais pas trop d'infidélité par contre, hein? Non, non, Tu vas pas manger trop chez les concurrents, hein? pas de problème. Quoique la concurrence, c'est important dans une démarche d'innovation, hein, toujours. Exactement, exactement et Il puis faut en plus, rester je te dis concurrence, mais en fait, dans mon métier, c'est pas de la concurrence, c'est des confrères et on a la chance autour du lac d'Annecy d'avoir de belles personnalités qui s'expriment, qui délivrent aussi un travail juste mmh et c'est bien pour nos clients, c'est bien pour nous parce que plus on est, plus, ben, ça crée de l'envie de se dépasser et surpasser, quoi. complètement. Il y a une belle analogie avec, dans d'autres domaines avec, certaines facettes de mon métier. Et qui c'est qui fait à manger à la maison?
Ah, C'est madame ou c'est toi? non, c'est un mix des 2 toujours. On Ah oui. est c'est un moment assez important pour nous d'avoir, ce moment de communion, de partage, souvent le soir parce que bon, dans les emplois du temps sont différents. En journée, c'est rare, en semaine en tout cas. Donc non, le soir, c'est souvent qu'on en fait, on a ce moment de partage où on fait à manger ensemble. On a aussi des styles et des cultures et des influences très différentes. Ouais. Donc non, c'est un bon mix. Sinon aussi, on se relaie et un peu se relaxer pendant que l'autre prépare. Donc on se relaie assez bien. Ouais, Moi, j'aime cuisiner professionnellement, mais à la maison ou pour les copains, c'est quelque chose que j'adore, d'accord. de rassembler du monde autour d'une table, de faire les choses, simplement et même que les copains, quand ils viennent à la maison, bah, qu'ils me donnent un coup de main. Voilà, on va éplucher une carotte ensemble, je vais les laisser, mélanger, la préparation et c'est un bon moment de partage, de convivialité. Je trouve que pour moi, c'est un bon moment de détente. Mmh. Je vois pas ça comme du travail, en fait, Mmh. je vois plutôt ça comme, comme c'est une passion. J'ai pas la sensation et le sentiment de travailler quand je fais de la cuisine. OK. C'est là où je me retrouve, que je me sens bien et pour moi, c'est pas forcé, quoi. C'est précieux ça. Ouais, C'est ouais, précieux. ouais. C'est super. Et du coup, les grands espaces, les sports en plein air dans tout ça, comment tu y es venu et comment, peut-être le trail en particulier, ça a quelle place dans cet équilibre pour toi? Alors, pour moi, c'est un équilibre déjà, un peu sous une influence de mon métier, c'est de la saisonnalité. La saisonnalité chez moi, elle est hyper importante et tout à l'heure, j'ai bien aimé aussi, tu as parlé que tu aimes pas forcément toujours faire la même chose et la saison, en fait, elle est intéressante parce que tu dois t'adapter. Inconsciemment, tu dois t'adapter à, soit un terrain qui est différent ou soit des températures qui sont différentes et Mmh ça fait mh. du bien parce que ça nous permet de toujours, de se remettre en question ou, de pas faire des répétitions, de gestes, Ouais. et c'est ça qui me plaît. Mais le sport, quand est-ce qu'il est venu? C'est que j'ai travaillé dans une grosse brigade, dans mon premier 3 étoiles Michelin, j'étais très jeune, donc Mmh. pas beaucoup de maturité, je sortais d'un apprentissage. C'était au bord du lac d'Annecy. Ah ouais. C'était chez Marc Veyrat et c'était, ouais, à l'époque dans les années, 98, Mmh. je rêvais de travailler avec ce chef. Je suis arrivé à rentrer dans sa brigade. Et là, un rythme très soutenu, Mmh. plein de choses nouvelles à apprendre, donc il fallait assimiler beaucoup de choses et puis, avec des amplitudes d'horaires assez longues Mmh. et et puis du coup, ben, j'ai un copain qui était, dans la brigade et on est devenus très proches et lui, il était passionné par la montagne et c'est lui qui a commencé à on s'est mis un petit objectif: «On va faire le Mont Blanc». Mmh. J'ai dit: «Ah ouais, mais moi j'adore ça. J'ai jamais fait, c'est mon rêve de faire un jour Mont Blanc». Et mon premier Mont Blanc, je l'ai fait à 20 ans et pour faire le Mont Blanc, bah, on a fait un petit programme d'entraînement. Mmh. Donc on a fait le Buet, on a fait, bien sûr les Tournettes, tous les sommets et cetera. Donc couplé avec un métier déjà qui te prend beaucoup de temps. Ouais, tu Mais m'étonnes. je me suis aperçu que le sport, il me vidait la tête et quand j'étais dans le sport, je pensais pas au travail et puis je créais ma curiosité sur d'autres choses, en fait. Mmh. Et quand je revenais au travail, j'étais encore plus fort, plus performant et en fait, je créais pas de la fatigue parce que j'étais complètement, lucide, émerveillé et j'avais comme si j'étais passé mon corps dans une machine à laver. J'étais, voilà, tout enlevé les mauvaises toxines et j'avais rempli que de bonnes toxines, toi. Excellent. Et tu parlais tout à l'heure de saisonnalité. Le sport fait encore partie aujourd'hui de ton quotidien, malgré donc ton quotidien très, très demandant, à la gestion de cet établissement, et on est bientôt à l'approche de la saison hivernale avec le ski, la neige qui arrive bientôt. Quelle place ça a pour toi encore aujourd'hui? Comment tu gères ça dans ton emploi du temps? Bah, en fait, je le gère, plutôt assez bien et je me mets pas en fait, j'ai pas un programme d'entraînement. En fait, c'est Mmh. mon métier. Bien sûr, là, la famille un peu dans tout ça, faut la penser, j'ai 2 enfants et une femme extraordinaire et puis, si j'ai pas ma dose de sport dans la semaine, les équipes, ils me disent: «Chef, faut partir là». Et en fait, comment je le gère? Je le gère, c'est que, j'ai 2 sports de prédilection. C'est le ski de rando, que j'ai découvert assez tardivement, Mmh. quand je suis allé à Val Thorens, donc j'avais 24 ans et le vélo. Et aujourd'hui, le vélo, je le décline sur les trois sports, VTT, gravel et route. Excellent. Et donc, comme ça, je suis jamais, je fais pas de la répétition et à chaque fois, j'ai l'impression,
d'être comme un enfant, d'avoir un jouet, découvrir plein de nouvelles choses et tu toujours aussi dans essayer de trouver la quête de m'adapter, en fait. Et puis ce que j'adore et je crois qu'on s'est rencontrés il y a pas très longtemps dans ma petite, dans mon petit terrain de jeu, Ouais, cet été, ouais. dans le col de la dans le col des Frettes. Ouais, ouais, J'adore tout le à fait. cavé et en fait, quand je suis dans cette montée, ce que j'aime dans le cavé, c'est que quand je tape dedans, au début, ben, il te faut aller, 1 minute pour switcher Mmh. et en 1 minute, en fait, j'oublie complètement, mes fourneaux et là, je pense qu'à le déroulement de ma journée, qu'est-ce que je vais faire ce soir, les problèmes, je solutionne les problèmes de la Mmh. journée et je sens même pas la montée Mmh. et j'arrive en haut, je suis déjà arrivé en haut et là, j'en prends plein les mirettes parce que bah, tu as fait 1000 mètres et donc tu as une vue magnifique, sur les sommets, sur le lac et tout ça et là, je zippe, ma veste et je redescends pleine balle et je suis toujours dans ma bulle, je descends et cetera et inconsciemment, mon corps, il sait où mettre les pieds et cetera et je sais où faut accélérer, où faut faire attention et ça se fait naturellement. Le virus du sport, c'est papa, c'est maman, il arrivait comment ce virus? Hem, je pense qu'avant mes parents, c'est même dans mes grands-parents et notamment ma grand-mère maternelle qui est, elle aussi, toujours été dans la région, dans les Alpes, pas forcément Annecy, mais les alentours et c'est avec ma grand-mère que j'ai fait mon premier tour du lac en vélo. C'est avec ma grand-mère que j'ai fait ma première tournette, mon premier er 3000 à pied, en montagne. C'est avec elle que j'ai eu mes premières res grosses hypoglycémies et comprendre que le corps, il réagit bizarrement et donc en fait, alors pas pour, enlever tout le mérite que mes parents aussi qui ont toujours été sportifs et qui pratiquent toujours le sport, de manière non compétitive, mais avec une relation saine et équilibrée. Mais je pense que c'est, pour moi, ma grand-mère qui, malheureusement nous a quittés plus tôt cette année, elle représente plein de choses, qui, à son époque, étaient, ouais, étaient complètement fous. Enfin, elle est d'une génération où, en grandissant, ils avaient à peine, l'électricité à la maison, des Ouais. choses, qui enfin, en termes de cette génération a vu un changement assez incroyable dans, qu'est-ce qui constitue un quotidien et pour elle, ça a été le passage à la retraite où, elle s'est dit: «Bah, tiens, je vais faire de la montagne, je vais faire du vélo». Donc, de manière, directe et de manière, je pense aussi, dans mes années adultes, plus, presque psychologique. C'est une personne ouais, qui compte énormément dans les valeurs et dans les raisons pour lesquelles j'apprécie autant, de passer de temps dehors et de me dépenser, quoi. Ouais. Donc du coup, tu as, détecté un petit peu que le sport, était quand même, quelque chose de très enrichissant, envers toi et tu pas forcément choisi ça pour faire ta carrière. Tu es plutôt parti dans un métier, de recherche, Ouais, tu as fait des études de tu fait quoi comme études? j'ai fait des études en ingénierie, en sciences des matériaux, donc vraiment plus, Donc tu es une tronche. scientifique. Non, bah, en fait, j'ai choisi ces études parce que j'ai toujours aimé les sciences et le côté, de résoudre des problèmes, essayer de voilà de mais mais je pense que j'ai aussi choisi parce que je me suis toujours demandé et je me pose toujours cette question aujourd'hui, je ne sais pas ce que je veux faire quand je serai grand et en fait, c'est quelque chose qui, pendant longtemps m'a fait peur et qui aujourd'hui j'essaye de garder ça, même de garder ça en tête parce que je trouve que c'est un côté fascinant de toujours se dire: «Tiens, qu'est-ce que je ferai quand je serai plus grand?» Et moi je vois ta carrière et je dis: «Ouais, mais c'est incroyable parce que tu as une vocation et tu as un succès fou» et moi je me suis jamais dit, «Tiens, un jour, je serai ingénieur en chaussures». Ah ouais. J'y suis venu parce que, ben, j'avais vraiment, ouais, j'avais une passion qui est devenue la course à pied, de fil en aiguille, d'année en année. C'est devenu comme une évidence, que vraiment c'était la course à pied parmi tous les sports que je pratiquais qui avait le plus de sens pour moi et c'est la curiosité qui m'a mené à, toquer à la porte, de la petite équipe Oka à l'époque et d'enclencher, sur une carrière que j'avais ni calculée, ni anticipée, ni rêvé de faire plus jeune, quoi. Donc c'est un peu le ouais, on va dire la curiosité qui m'a animé à mener cette carrière tout en Donc continuant ça, de c'était en pratiquer quelle le année sport, ouais. ça? J'ai attaqué en 2016 avec Oka, donc D'accord. ça va faire 9 ans. Ouais.
J'avais été en contact un peu avec eux, les années précédentes, mais Donc déjà en 2016, il y avait déjà des belles évolutions sur les baskets. ouais, en fait, ce 2016, c'est professionnellement, ça a marqué moi, j'ai vécu vraiment des années, assez incroyables dans l'industrie de la chaussure et de la chaussure de course à pied, la chaussure performance, parce qu'il y a eu des innovations, assez phénoménales. En Mmh. fait, depuis cette 2016-2017, ça a marqué le début de, pas mal de changements au niveau de construction produit, de design de produits pour les chaussures de performance. Mais moi, d'un point de vue plus perso, ce qui m'a surtout, qui a été enrichissant, c'est que j'ai pu rencontrer énormément de personnes, des athlètes, des gens qui avaient été dans l'industrie, pendant plusieurs décennies déjà. Et c'est un des mentors que j'ai, dans le boulot qui m'a dit ça très tôt, qui m'a dit: «Ce qui compte, c'est ni les produits ni les marques, ce qui compte, c'est les personnes». Ouais. Et c'est vraiment aujourd'hui un réseau de personnes qui sont formidables, qui sont Mmh. passionnées et passionnantes, qui font que j'ai aucun regret, sur cette carrière. Et en plus, ça m'a permis, ben, voilà, de continuer, ma pratique de sport en parallèle, qui Et pour toi, tu crois qu'il y a encore des grosses évolutions à faire sur les chaussures? ouais, ouais, ouais. Il y a énormément de problématiques. Aujourd'hui, on est encore, voilà, on design et on conçoit avec des contraintes qui sont, bon, qui sont issus d'années où on n'a pas eu trop presque de contraintes d'un point de vue, on va dire, lié au coût carbone de certains produits. Mmh. Et c'est des choses auxquelles, les marques commencent de plus en plus à réfléchir, mais c'est pas toujours aligné avec, l'optimisation de la performance, au maximum. Donc, allier les 2 et avoir quelque chose qui soit à la fois ultra performant et qui dure, et qui soit durable dans la définition propre du mot. Ça pour moi, c'est un des éléments qui a pas encore été, exploré, en tout cas, à fond. Donc, pour ça, je te dis, plus de 600 kilomètres sur les chaussures, elles ont encore, une longue vie devant elles. Bon et donc du coup, naturellement, ben, tu as été obligé de chausser les chaussures, les baskets pour aller tester ces produits et c'est ça qui t'a donné envie d'essayer de comprendre un peu mieux, un petit peu ce sport, comprendre mieux aussi, d'où tu pouvais amener ces produits? Comment est venu de vouloir coupler, ton métier et du haut niveau? Parce qu'aujourd'hui, on peut parler que c'est quand même du haut niveau sportivement que tu représentes. Ouais, bah, le début, ouais, dans cette industrie, dans ma carrière professionnelle, c'était vraiment la curiosité de comprendre. J'utilisais des chaussures pour courir, tous les jours ou presque, et j'avais aucune idée de comment c'était fabriqué. Et alors j'avais fait mes petites recherches à droite à gauche pour essayer d'y comprendre, mais c'était vraiment la curiosité et l'envie de pouvoir apporter un peu ma pierre à l'édifice, ou même, poser des questions que j'avais sur: «Mais pourquoi, est-ce que, il y a une nouvelle version qui sort, chaque année ou 2 fois par an, et pourquoi des fois on a l'impression qu'il y a des grosses avancées et des fois pas du tout?» Qui se pose ces questions-là? À quel moment elles sont posées ces questions et pourquoi? C'est vraiment, plus Mmh. une envie de comprendre et de résoudre potentiellement des problèmes, parce que si alors c'est pas de mon ressort et juste parce que je suis arrivé dans l'industrie, mais les chaussures aujourd'hui, elles sont complètement différentes de la manière dont elles étaient conçues quand bien avant que je sois dans l'industrie, et la manière dont j'étais utilisateur. Et moi, je me posais pas du tout les mêmes questions. Donc ouais, ça a été, vraiment pour, répondre juste à des questions que je me posais sur: «Mais j'ai aucune idée de comment est conçu et comment est réfléchi, un équipement, aussi fondamental et quelque chose que j'utilise aussi souvent que, une paire de chaussures». Mmh. Donc, ça continue d'être ce qui m'anime le plus, en fait, d'être, pourquoi je suis dans cette voie professionnelle. Mmh. C'est un objectif que tu t'étais mis, l'UTMB? C'est comment tu as construit ce projet d'arriver au départ et d'être là et aussi de cocher le premier er au départ et le premier à l'arrivée, quoi? Ouais, bah, non, l'UTMB, c'est même plus qu'un objectif, c'est quelque chose qui m'a fait rêver sur plusieurs plans. Je citais ma grand-mère, tout à l'heure, et j'ai entendu je sais pas combien de fois, dans les conversations en famille, que le tour du Mont Blanc, c'est quelque chose que ma mère a fait avec, mes grands-parents quand elle était plus jeune, et d'autres membres de la famille l'ont fait, et j'ai plein d'amis qui l'ont fait, et moi je l'avais jamais fait. J'ai jamais mis les pieds sur le chemin du tour du Mont Blanc.
La première fois que je suis venu autour de l'UTMB, j'étais spectateur, ça devait être, début des années 2010 ou fin des années 2000. J'y suis venu 1 année ou 2 en tant que bénévole, puis après avec Oka, j'y suis venu, par le travail. Et d'année en année, en fait, c'est quelque chose que j'ai vu grandir en tant qu'événement et que j'ai à travers lequel j'ai appris un peu plus ce que c'était cette discipline que le trail et l'ultra. Parce qu'en fait, moi, la course à pied, j'ai pratiqué ça depuis, pratiquement ouais, depuis que je suis tout gamin. Mais, il y a aucun moment où je me suis dit: «Ah, je vais me mettre au trail». J'ai eu la chance de grandir, autour d'Annecy et d'avoir, alors j'ai pas grandi en montagne, j'étais, à 15 minutes, côté, plaine, on va dire, du côté des Alpes. Mais les chemins, par contre, il y en avait partout et il y avait pas de distinction quand j'allais courir en chemin ou sur route ou voilà, pour moi, ça restait de la course à pied. Mmh. Et en fait, voir un événement comme l'UTMB grandir et voir des athlètes qui sont devenus, pour certains, des amis proches, y performer, s'y préparer, voir tout ce qu'il y avait derrière, ça m'a vraiment fait rêver. Ça m'a vraiment, ça a fait, ça a fait prendre cette idée qu'un jour, j'aurais envie d'y prendre part. J'aurais envie de me préparer pour être, sur la ligne de départ. Et puis, ben, en goûtant de plus en plus à différentes, pratiques d'endurance et en me testant un peu sur, j'ai fait un peu de triathlon, j'ai fait des aventures solo en vélo sur des longues distances. Ouais, l'idée après, c'est préciser à dire: «Bon, qu'est-ce que ça donnerait si j'essaie de me préparer un peu sérieusement pour cet objectif?» Ouais. Mmh. Donc là, c'est, on va dire sur allez, les 3 4 dernières années que j'essaye d'y penser un peu plus sérieusement et de caler, ce que Et ça voudrait dire. par exemple, pour faire un projet comme ça représente à combien d'heures d'entraînement? C'est combien d'années? Comment on peut estimer, la préparation de vouloir être, au départ de cette course, quoi? Ça dépend vraiment d'où on part, Mmh. en fait. Ça dépend d'où on met le cursus au départ parce que, même si moi je dis: «Bon, bah, allez, on prend les 3 ans», parce que si on regarde sur les 3 ans écoulés, j'ai finalement eu une progression assez logique dans les dossards que j'ai mis en trail. D'accord. J'ai fait un 50 kilomètres, j'ai fait un 100 kilomètres, j'ai fait un 100 Ouais. miles et après j'ai fait l'UTMB. Alors, tout ça, c'est sur, une période de 2 ans, donc on se dire: «C'est très rapide», mais c'est une progression assez logique. En revanche, avant de commencer ça, derrière, j'ai, 15 ans ou 20 ans de sport, allez, on va dire que ça va faire maintenant, 15 ans, ouais, pratiquement 20 ans que je m'entraîne de manière plus ou moins structurée et 15 ans, c'est sûr que je m'entraîne, ouais, de manière assez précise et Mmh. dans les 10 dernières années, je suis de manière très, très précise, ouais. Donc heu, donc j'ai en fait des bases qui vont chercher plus loin, où j'ai appris c'est pas tant, d'aller, tout le temps, augmenter ma VO2 max ou mes capacités vraiment physiques, c'est Mmh. plus apprendre à me connaître OK. et comprendre comment, en alignant un objectif tel qu'un UTMB, OK, quels sont les points sur lesquels il faut vraiment que je travaille? Quels sont les points qui sont, hors jeu par rapport à ce que je peux mettre dans mon emploi du temps? Moi, ça s'est tourné vers, jusqu'à, je crois que je te disais tout à l'heure, je suis allé jusqu'à 28 heures d'entraînement sur une semaine, là, cet été Mmh. et c'était la semaine où j'ai fait la reco du parcours en 3 jours, donc c'était, Ouais, c'est pas possible. Tu fais pas que 28 heures d'entraînement? Si, c'est le maximum. Je pense que si je regarde sur l'année écoulée, je voudrais pas en mettre plus et je voudrais pas faire plus. D'accord. Pas tant parce que, j'aurais peur que physiquement ça marche pas, mais c'est juste que, pour moi, un plan et un projet comme ça, c'est quelque chose, dont on discute à l'avance avec Camilla, mon épouse et on se dit: «OK, quels sont, les éléments, quels sont les projets importants qu'on a dans l'année, quelles sont les choses qui sont non D'accord. négociables au calendrier, sur OK. lesquelles on sait que l'un ou l'autre, on va devoir D'accord. passer du temps, si ça soit, j'en sais rien, des visites en famille, des moments particuliers, des choses qu'on a envie de faire, des éléments de travail évidemment et ben, un projet d'une course de l'ampleur telle que l'UTMB, on en a discuté très, très longuement à l'avance parce que, clairement ça va prendre du temps à l'emploi du temps et Mmh. c'est du temps qui est pris pour moi et c'est du temps que je peux pas partager avec elle. C'est du temps que, à moins d'être avec, des amis avec qui je peux partager l'entraînement, clairement, c'est du temps perso. On s'est entendu sur un équilibre prévu à l'avance et le but, c'était pas pour moi de faire des semaines à plus de 40 heures d'entraînement, quoi. Ouais. Même si j'aurais pu d'une manière ou d'une autre, j'en sais rien si c'était possible de caler ça avec un job à temps plein. Mmh. C'est pas c'est pas fair play par rapport aux autres éléments qui constituent le quotidien.
Combien tu vois, tu bois combien de litres d'eau pour faire une course comme ça? Waouh! Je sais même plus. Alors au cumul, je devais être à peu près, 700 millilitres heure. Ah ouais, donc tu as quand même Ouais, bien préparé ton ouais, truc, ouais, quoi. ouais. Ouais. Ouais, j'étais à plus de 500, c'est sûr. J'étais à plutôt Mmh. plus proche de 750 millilitres heure. Si on rajoute, ravito, ouais, allez, on va dire Ouais. 750, donc fois 2, ouais, 15 litres d'eau. C'est 15 litres de Et liquide, après, pardon, il c'est pas faut de l'eau, combien hein. de calories il faut pour arriver à faire, ça se raisonne en Là, on va calories? Ça se raisonne comment? Là, on va dans les recettes magiques. Après, tu Ouais. partages tes recettes aussi ou? Non, non, mais je sais pas, Non? c'est pour, parce que moi, par exemple, quand je veux faire du sport, je me dis pas quand faut manger. En fait, quand mon corps, il me donne, c'est lui qui me dit ce qu'il faut manger. Mais Ouais. je pense que pour une course comme ça, c'est pas ton corps qui te le dit. Tu Non, t'imposes de ouais, manger, faut je se pense. l'imposer. Sinon, malheureusement, en fait, Quand tu as faim, c'est trop tard, quoi. ouais, et ça, je te le disais tout à l'heure, en fait, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien à l'entraînement, aller vers l'erreur, mais de Mmh. manière consciente, c'est-à-dire, ne pas m'imposer un rythme Ah, d'alimentation trop strict et trop OK, réglé, mais essayer des trucs, OK. et des Ça, fois c'est à c l'entraînement. ouais, à Pour que l'entraînement, le jour J, tu fasses pas ces c'est erreurs. ça. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, des fois, je vais, consciemment me sous-alimenter, Ouais, consciemment me suralimenter, ouais. et voir, en fait, là où, je trouve mon juste milieu qui me Mmh. convient bien. Et ouais, ça donne que sur l'UTMB, je pars sur une, alors c'est tu as une règle établie à l'avance où tu calcules tes calories par heure à la Ouais. calorie près, et puis dès le début, en fait, c'est que de Mmh. l'ajustement parce que c'est impossible de suivre la règle Ouais. exacte. Donc ouais, on va dire, allez, 350, 400 calories heure, pratiquement. Et Et ton objectif, c'est quoi? C'est de reclaquer, encore une première place l'année prochaine? j'en ai plein d'objectifs. Est-ce que ça sera dès l'année prochaine? Je sais pas. J'ai Ça va être aussi dur de passer en dessous les radars là, cette fois. ouais, ça c'est sûr, mais Il va après falloir me trouver des boucliers là. c'est d'autres défis, et donc ouais, il y a le temps. J'y reviendrai, c'est sûr, à Ouais. l'UTMB. Est-ce que ce sera dès 2025? Est-ce que ce sera plus tard? Je sais pas encore. Je me laisse encore, Ah donc quelques tu sais semaines pas si pour l'année y prochaine tu reprendras le départ? je sais pas, parce que, ben, l'ultra et la distance de 100 miles, c'est quand même impactant pour l'organisme. On peut pas en faire, 50 par saison. Il y a d'autres courses qui me font envie Ouais. aussi, En France donc ou à on verra, l'étranger? on verra. Heu Non, pas forcément que en France. Après, c'est vrai qu'on s'est installé en Europe, et en France, là, sur Annecy, au début de cette année avec Camilla, et le but, c'est d'abord réexplorer ce qui est, pas trop loin. Le but, c'est pas de Mmh. voyager à l'autre bout du monde, à chaque fois, notamment pour une course. Donc ce qui est bah, là, aller courir à Chianti, par exemple, ça va être une super course, qui va y avoir du niveau, et c'est pas si loin que ça, quoi, Mmh. donc c'est génial. Et Jagger, j'ai une question pour toi là-dessus, sur, le fait de, ben, tu disais, pour moi, à partir de l'an prochain, ça va être différent de revenir sur les courses, par rapport à jusqu'à maintenant, j'étais, entre guillemets «incognito». Hem, Comment tu l'as ressenti toi, le fait que peut-être après l'obtention de ta première étoile, puis deuxième étoile, le regard des gens, a changé ou pas? Je sais pas, mais comment est-ce que ça a changé des choses sur, la manière d'exercer ton métier, ou est-ce que tu fais au quotidien? Cette «image publique» entre guillemets, ce regard que les gens peuvent apporter sur toi de par Bah ouais, ces étoiles? c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vrai que tu as une grosse poussée de médiatisation autour de toi et et en fait, grâce à mon équilibre, de sport et puis de famille, j'ai pas changé mes habitudes Mmh. et du coup, ça m'a permis de rester toujours moi-même et de pas être influencé ou déstabilisé par, tout ce qui se passe autour de ça et donc naturellement, en fait, je me nourris au quotidien avec des choses qui me ramènent à la réalité et qui me fait que je vais pas du tout être influencé Mmh. par cette médiatisation et je suis une personne, voilà, moi-même et j'essaye pas de rentrer dans une case. Je reste moi et je sais d'où je suis parti, je sais où j'ai envie d'aller et je me laisse pas, un petit peu influencer par les paillettes, quoi. Mmh. Voilà et donc ben, on s'entoure de personnalités pour rester sur une ligne de conduite qui est la sienne Ouais. et voilà, c'est mon petit secret à moi, quoi. Donc pour ouvrir la séquence perso, je crois qu'on a chacun choisi des extraits sonores. Tu pas être déçu, hein? Ouais, bah, j'espère que tu vas pas être déçu du mien non plus. Donc il me semble qu'on commence avec le tien. Alors on Ah écoute le tien. sympa! Super
reconnu? Eh oui, forcément, forcément. Le Tour de Bah, France. en fait, bah, tu pratiques, du vélo et en fait, ce qui est super désagréable quand tu fais du vélo, c'est quelqu'un qui klaxonne parce qu'en plus ça fait peur. Ça fait peur, tu demandes, ce que tu as fait et quelqu'un qui veut en gros, t'avertir qu'il est derrière toi et d'un seul coup ça te fait Mmh. sursauter et je trouve que ce qui est fabuleux dans ce klaxon du Tour de France, c'est que, ben, ça fait partie de l'univers du Tour de Mmh. France, c'est joyeux et ça fait pas peur et ça crée justement même une excitation et je trouve que la musique dans le sport aussi, je sais pas si tu as la même quand tu as démarré, tu étais au départ de l'UTMB, d'entendre cette musique-là qui te mettait monter en adrénaline et qui te met des watts et moi cette musique, ben, je l'adore, je l'ai même mis, je me suis offert une petite Méhari et je l'ai mis sur la Méhari. À chaque fois que je vois un cycliste, je le fais et les gens en fait, ils sont morts de rire, quoi et donc du Excellent. coup, ben, ça fait pas le relou qui klaxonne et qui t'engueule, ça fait plutôt au contraire, bah, le côté, très très sportif, le vélo à la française, le Tour de France, qui est mondialement connu, quoi. C'est une bonne idée ça, ça devrait venir en option sur plus de véhicules en fait. Voilà. Ça rendrait les routes plus sympas. Excellent, très bon choix. Et toi, tu un petit audio, pour me Alors faire rêver? je me suis un peu creusé la tête avant de trouver, donc voilà, on va voir si ça va te plaire. A restaurant. This would be a different kind of restaurant. What's this? So non-negotiables. That's how restaurants at the highest level operate. Push boundaries. Constantly evolve through creativity. Vibrant collaboration. That's demented. These are non-negotiables. I can sense the sarcasm. No, not sarcasm. Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas du tout? Tu as le droit de dire non. Non, il va falloir que tu me donnes des Ouais, explications. ouais, ouais. Ça, Donc c'est ton passage, c'est peut-être aussi en lien avec, ta femme? non, Non? c'est enfin oui, dans le sens où c'est une série qu'on a regardée ensemble. C'est Ouais, une série qui s'appelle The Bear, ouais. donc qui a dû sortir sur, la dernière saison cette année, mais bref, c'est l'an dernier ou il y a 2 ans et en fait, c'est une série télé qui parle de la création d'un restaurant, d'une histoire de famille et vraiment tout est autour de, le chef qui reprend le restaurant de son frère et qui, en fait, le transforme pour en faire, dans le but justement de décrocher une étoile. Et c'est devenu, voilà, là récemment, c'est une des séries que j'ai le plus apprécié parce que c'est magnifiquement filmé et c'est très joli à regarder. Mais aussi, il y a des valeurs, voilà, moi, ça m'a toujours inspiré le monde de la cuisine. Je cuisine avec plaisir à la maison, avec Camilla, mais jamais à des niveaux, qui seront comparables à des niveaux professionnels. En revanche, le fait que ça soit, voilà, il y a un travail d'équipe qui est fondamental. Avoir l'impression d'avoir un regard intérieur là-dedans, j'ai trouvé ça fascinant et c'est l'anecdote qui se lie avec mes chaussures parce que j'avais écrit sur les chaussures, que je portais à l'UTMB, donc j'avais écrit une des expressions qu'ils utilisent dans cette série, donc en anglais «Let it rip», c'est en gros, «Lâche tout, vas-y» quoi. Ah Donc excellent voilà. Et sur et ben, je vais la regarder assez rapidement cette série. honnêtement, ouais, je conseille, hein. Alors, pareil, je serais curieux d'avoir ton avis et de voir si, il peigne un portrait qui est, authentique et correct. Mmh. J'imagine que tous les restaurants doivent être différents. En tout cas, je recommande, très fortement la série, ouais. Et ben, merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai que tu parles beaucoup de ta femme, mais je pense que elle a l'air d'être un équilibre très, 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 très important dans ta vie, personnelle, professionnelle et sportif, c'est elle qui te coach, elle t'apporte, c'est elle qui te pousse aussi à essayer d'avoir pris le départ de cette, course mythique? Ou toi, est-ce que tu l'aurais fait sans elle ou tu aurais pas forcément osé y aller? Tu donnes une partie des réponses dans la question, ce que j'adore. Elle est ouais, elle est c'est beaucoup plus qu'un équilibre. J'ai aucune hésitation à dire que sans elle, je serais pas allé sur plein de projets énormes dans ma vie ces dernières années.
Ça va faire 6 ans qu'on est ensemble, et grâce à notre relation et grâce à elle, j'ai vécu des choses incroyables et formidables et ça continue d'être le cas. Et ce projet UTMB, c'est un exemple parmi d'autres où, je me s j'aurais jamais cru en moi, de la manière dont elle croit en moi. Et donc, elle est pas c'est pas elle qui me coach dans le sens où elle m'écrit pas des plans d'entraînement, où elle va pas me dire, la manière dont je dois aller courir ou quoi. En revanche, c'est une coach de vie et je trouve que c'est ça qui est beau dans notre relation, c'est que, on essaie vraiment d'être là l'un pour l'autre, pour se supporter mutuellement, pour s'aiguiller dans des moments difficiles et savoir que voilà, on est quoi qu'il se passe dans la journée pour l'un ou pour l'autre, que ça se passe bien, pas bien, ben, à la fin de la journée, on est ensemble, on peut cuisiner ou pas, Ouais. ou venir profiter d'une bonne table de temps en temps. Et c'est ça qui est formidable dans la relation. Donc, complètement, c'est en très grande partie grâce à Camilla que non seulement j'ai pu faire ce que j'ai fait à l'UTMB, mais même je me suis retrouvé sur la ligne de départ. Et vous êtes rencontrés comment? Elle a travaillé pour Oka pendant quelques années et dans les premiers mois de son travail avec Oka, elle a été assignée, donc elle est américaine, elle était basée, en Ouais. Californie. 3 mois après le début de son job avec Oka, on lui a parlé d'une petite course qui se passait dans les Alpes en France où elle devait aller couvrir, la course pour Instagram. C'était l'UTMB. Ah oui. Donc elle est venue, en fait, elle est venue via le travail, c'est sa 1re fois dans les Alpes, sa première fois à venir en Europe et en fait, on s'est rencontrés, à Chamonix. Ah ouais, C'est l'anecdote, drôle aussi avec cet événement. ça fait la boucle. Voilà, ça fait la boucle exactement. Bravo. Et du coup, pour toi, je voulais te poser la question aussi parce que tu l'as décrit, ton quotidien, il est cadencé, il est très, tu as énormément de choses que tu fais rentrer dans chaque jour avec, ton travail, avec toutes les équipes que tu gères dans le restaurant, avec le sport. Et comment est-ce que, la famille, comment le temps est-ce que tu passes en famille t'apporte cet équilibre? Est-ce que, je sais pas, tu pratiques, certains moments de tes moments de sport, en famille aussi? Ou est-ce que parfois ils viennent aussi au restaurant? Je suis curieux de savoir. Hem, ouais, ouais, c'est vrai que moi, je suis un quand j'ai un objectif, je regarde pas à droite, je regarde pas à gauche, je regarde, droit devant et c'est Magali qui m'a vraiment, un peu ouvert les yeux sur l'équilibre de la famille et qui m'a un petit peu, ramené un peu à la maison. Parce que sinon, c'est vrai que je serais, toujours en cuisine et toujours dans mes passions et ce serait au détriment de l'équilibre familial et Magali a été très forte, là-dessus et du coup, ben, j'ai pu, prendre du plaisir avec mes enfants. Magali, a quand même une place très importante, sur l'équilibre familial, du quotidien, de l'équilibre, des enfants. Même, elle est sommelière de formation et quand Paul est arrivé, et ben, naturellement, elle a ralenti son rythme de travail, quoi. Elle a pas ralenti le rythme de travail. Elle a plutôt, mis de côté, sa passion autour du vin pour, pouvoir, assumer, l'équilibre familial. Donc elle a eu vraiment cette intelligence et cette force à un moment donné de combler et puis du coup, ben, moi, avec mon fils, j'ai pu vraiment, partager de belles valeurs, sportives avec lui. Aujourd'hui, il a 16 ans et il s'est orienté, vers un pôle espoir de ski alpiniste à Chamonix et je fais du vélo avec lui, je fais du ski de rando Excellent. et donc on se nourrit, sportivement, tous les 2 et on arrive à partager de belles sorties ensemble et puis avec, Sophie, c'est pareil. Elle présente, comment dire? L'envie de partager des bons moments culinaires. Elle adore se retrouver autour de la table, manger. Elle a un palais, qui est assez impressionnant. Alors pour l'instant, c'est trop tôt pour dire quoi que ce soit, mais elle présente beaucoup de curiosité autour du goût, autour de l'équilibre, de mon métier et donc c'est super intéressant parce que j'ai l'impression dans mes 2 enfants d'avoir aussi, mes 2 passions Mmh. et qui aujourd'hui se sont nourris et chacun a pris, l'un et donc voilà, mais ça c'est bien sûr grâce à Magali, qui a pu,
être bienveillante et qu'à garder, l'équilibre de tout ça, quoi. C'est bien, on parle de sport, on parle de nos passions à côté, mais avec mon jeune âge, j'ai l'impression que on parle de on parle très peu du psychologique et moi, je pense que le psychologique, c'est quelque chose qui est hyper important et moi, je m'aperçois qu'en fait, ce qui est important, c'est la tête et la tête va si la tête a décidé, derrière ça suit, quoi. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais Si, bah, je suis complètement d'accord et au-delà de l'aspect à quel point le facteur psychologique entre en compte dans l'optimisation de performance, pour moi, c'est encore plus grand que ça. C'est-à-dire que l'aspect psychologique, il est à 360°. C'est en gros la réponse à la question pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce que tu as voulu te lancer dans ce projet et racheter cet établissement et te donner autant de mal, mmh, autant de temps à le faire? mmh, Pourquoi est-ce qu'on se lance dans un projet sportif comme une pyramide à ski ou un UTMB? Parce que c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup mmh, de choix et beaucoup de sacrifices. Donc pour moi, l'aspect psychologique, il est partout et tout le temps et il mmh, est au-dessus de tout parce que c'est ce qui alimente le pourquoi. Et donc ça peut se justifier de plein de manières et ouais, c'est lié très étroitement pour moi à la famille et le cercle d'amis parce que c'est un pourquoi qui doit se baser sur un accord avec les personnes qui nous entourent. Sinon peut-être que ça peut marcher pour d'autres personnes, mais en tout cas pour moi et de ce que je comprends pour toi aussi, ça marche pas. et je veux revenir un petit peu sur la c'était une année quand même très particulière. Tous les favoris, ont abandonné sur UTMB. Est-ce que tu leur as envoyé des mauvais sorts? Non, Tu as une non, non. explication à ça ou pas forcément? Hem, Est-ce que non, franchement, tu es passé à travers la maille parce que justement, ça a été aussi un atout pour toi, parce qu'ils t'ont protégé quelque part, parce que tout le monde était concentré sur eux et du coup tu as pas eu cette pression, ce le projecteur sur toi? ouais, ça c'est indéniable que j'arrive sur une ligne de départ où personne me regarde, à part, mes proches et Ouais. le peu de gens qui me connaissent et qui connaissent mon parcours et j'ai dû croiser, allez, quelques personnes dans un entourage un peu plus large, qui m'ont dit qu'ils mettaient une pièce sur moi. Mais sinon, non, c'est indéniable que j'arrive avec beaucoup moins de pression, donc c'est un avantage. En revanche, est-ce que j'ai une explication à pourquoi il y a, plus d'abandon sur l'UTMB? Ben, je pense qu'une partie de l'explication, c'est simplement que la course est devenue tellement un grand tournant de chaque saison qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de favoris qui s'y alignent, pour des raisons diverses, peut-être certaines fois en lien avec leurs sponsors, le fait de vouloir être sûr qu'ils se frottent aux meilleurs et donc même juste statistiquement parlant, vu qu'il y a plus de monde au départ, il y a aussi plus d'abandon. C'est-à-dire que c'est Mmh. la course, qui a le plus de densité, parmi les favoris au départ. Donc il y a juste statistiquement parlant, c'est normal qu'il y ait le plus d'abandon aussi. Et après, peut-être que vu qu'il y a une tendance à vouloir être au départ, pas coûte que coûte, mais que c'est un non négociable dans la composition d'une saison, voilà, je suis pas à la place et je veux pas parler à la place des favoris, mais il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de facteurs qui jouent, qui peuvent altérer la performance. Peut-être que certains arrivent au départ pas à 100% de leurs moyens, mais ils veulent quand même tout tenter parce que, Mmh. il y en a qu'une fois par an des Ouais, mais UTMB. excuse-moi, je te coupe, mais à ce niveau-là, la pression, tu l'as, quoi. Je veux dire, moi, la pression, je l'ai au quotidien, elle est financière, elle Ouais, est par mes clients, elle est par mes équipes, elle est donc la pression, ça fait partie du quotidien ouais, et est-ce c'est qu'il faut vraiment, est-ce que c'est vraiment une excuse pour, quand tu décides d'être au départ d'une course comme ça? Est-ce que la pression, on doit être capable de la gérer? Ça fait partie du travail. Ouais, complètement. Après, je dis pas que c'est pas possible de la gérer, hein, parce qu'il y a plein de favoris qui ont Ouais. gagné l'UTMB dans les années précédentes. C'est juste que moi, j'avais un petit avantage dans le sens où j'avais beaucoup moins de cette pression. J'avais la pression que je me mettais Mmh. moi-même, mais en dehors de ça, j'ai fait à peu près 0 interview avant l'UTMB, parce que personne n'était intéressé de Ouais. savoir ce que j'avais à dire. Et voilà, du coup, en lien à ça, moi, j'ai dormi chez moi à Annecy, le jeudi soir. Je me suis pointé à Ah Chamonix ouais, vendredi ouais. midi, hein, c'est tranquille. Donc non, moi, j'avais un rythme beaucoup plus, entre guillemets, «normal», déconnecté de, Mmh. «Bon, bah, ouais, j'ai une course ce Ouais, week-end, il se trouve que le départ, c'est ouais. vendredi 18h». Voilà.
Et tu avais la pression? Ah, bah, oui, mais ça Tu plus, arrivais à dormir la veille? non, franchement, ouais, j'ai bien Ouais? dormi la veille, ça va, ouais. Non. J'avais la pression plus par rapport à moi et que, ben, c'est de Mmh. l'investissement, c'est beaucoup de temps de préparation et puis, je savais qu'il y aurait qu'une seule fois où je prendrais mon 1er départ de l'UTMB Mmh. donc c'était plus de l'excitation et pas tant de pression. Mmh. Et allez, on va encore en parler de l'UTMB, mais quand est-ce que tu t'es vu sur le podium? À quel moment tu t'es dit: «Ça y est»? Je me suis interdit de penser à ça jusqu'à D'accord. l'arrivée. Je j'ai vraiment, Donc tant que tu as pas passé la ligne d'arrivée, tu as dit: non. «C'est pas possible. Allez, on va dire le Je dernier cours». kilomètre en arrivant dans les rues à Chamonix, quand D'accord. même, Là, tu ouais. dis: «OK». Mais jusqu'au bout, en fait et surtout, en fait, sur les chemins, parce que même la dernière descente depuis la Flégère, elle est raide, elle a des parties techniques et avec la fatigue accumulée, les chances de tomber, de buter sur un caillou ou une racine, elles sont Mmh. encore très grandes Mmh. et malheureusement, ça peut vite Ça, c'est tourner, signe d'un grand champion quand même, hein. Tant que tu as pas passé la ligne d'arrivée, c'est pas gagné. c'est signe ou alors c'est signe que, ça m'est déjà arrivé je sais pas combien de fois à l'entraînement et ça fait mal, quoi, à chaque fois Mmh. non, c'était vraiment d'essayer de garder, le plus possible, la tête froide et dire, «OK, à tout moment, ça peut très mal tourner et Mmh. faut être prêt pour ça, quoi». Donc j'ai vraiment essayé de ne pas penser à: «Et si ça va au bout, qu'est-ce que ça donne?» Voilà. Et pendant 20 heures, tu penses à de la cuisine, tu penses à quoi? Tu es concentré sur tes pieds, tu es concentré sur Heu, tout, mais est-ce que tu à un moment donné, tu es lucide tout le long? ouais, Ou tu as franchement, je des pense que périodes j'étais assez de lucide, ouais? parce que je suis concentré quand même, Ouais. concentré très factuellement, regarder là où je mets les pieds, honnêtement et concentré sur, bien boire, bien manger et m'assurer que, j'ai pas froid, j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. C'est un peu, alors j'imagine que, je sais pas, je vais te poser la question, à quoi tu penses toi quand tu gères tes équipes et quand c'est le coup de feu et tu sais, peut-être que tu as des pensées parasites, mais en fait, tu as tellement de concentration, Ouais. j'imagine, que voilà, tu es en une tâche après l'autre En et tu fait, moi, je exécutes, quoi. pense, mon client, en fait. OK. Mon souci, c'est de délivrer et donner le mieux à mon client et d'accompagner mes équipes au mieux pour qu'elles puissent donner aussi le mieux d'elles pour le client. Donc, aujourd'hui, dans mon évolution aujourd'hui, c'est de travailler pour le bien-être de mes équipes, pour donner le meilleur à mes clients. OK. Et or qu'avant, c'est vrai on pensait pas à soi, on donnait vraiment, tout pour le client, quoi. Et aujourd'hui, bah, les mentalités ont évolué et on pense à donner un équilibre, personnel aussi à nos équipes, pardon, donner un équilibre personnel à nos équipes. Et en fait, je l'ai découvert en faisant du sport et donc du coup, bah, j'essaye de le transmettre aussi à mes équipes. Puis à côté, il faut qu'ils aient une autre passion, il faut qu'ils aient aussi d'autres points d'intérêt pour que quand ils arrivent au travail, qu'ils puissent être encore plus performants, quoi. Voilà. D'avoir la tête libre, d'avoir la tête émerveillée et pour être, très lucide, quoi. C'est génial, Voilà. c'est génial. OK, alors pour conclure le chapitre un peu plus personnel, je crois qu'on doit tirer au sort les questions. T'es prêt? Je Allez, c'est commence? toi qui ou c'est moi qui commence? Allez, vas-y. Tin tin, tin tin tin. Alors, l'a-t-il un trait de ta personnalité que tu aimerais corriger? Ouh, une bonne question. Ah ouais. Hem, ça y est, je l'ai. Peut-être, trop rapide. En fait, je suis impatient. Mmh. Alors ça peut être un défaut comme quelque chose de pas forcément très positif et avec l'âge, en fait, bah, je suis toujours impatient. Apprendre Faut à que ça aille vite, ralentir. en fait. Mmh. Très bien. Toi aussi, tu es impatient? J'y Non, pensais c'est marrant parce que j'essayais de réfléchir à quelle réponse j'apporterais et ouais, je pensais à ralentir, c'est quelque chose auquel j'essaie de me ouais. constamment me forcer à essayer de relâcher, ralentir, prendre la distance. Allez, à ton tour de piocher. Prends les mauvaises questions pour toi, hein. Ouais, j'en avais pioché une. Allez, hop. Ouh là, une autre profonde. Si tu pouvais remonter le temps, quel conseil donnerais-tu à l'enfant que tu étais? Ah, Ah ouais. Moi aussi, je mmh, réfléchis. Qu'est-ce que si je tombe là-dessus, qu'est-ce que je réponds? mmh.
Hem, ça va être dans la lignée de ta réponse à toi. Hem, je dirais 2 conseils liés l'un à l'autre, aie confiance et sois patient. Voilà. Bon, maintenant qu'on se connaît un petit peu, je vais te présenter quelques affirmations qu'il va falloir que tu trouves quelle est la vraie et la fausse. OK. J'ai un grand garage avec plein de vélos. J'en ai au moins 18. Je suis vraiment passionné des vélos, hein. OK. Ouais. Et puis, en fait, je porte un soin à tous ces vélos et j'en utilise que 3. OK. Et puis, ben, tu sais, quand je suis arrivé à Val Thorens, en fait, donc ça, c'est la prochaine, c'est la Donc les prochaine. vélos, c'était la Ouais, première c'est les vélos, affirmation. c'était la OK. première affirmation. 18, on utilise 3. Voilà. D'accord. Et puis, ben, là, une autre, donc, dans mes débuts, quand je suis à Val Thorens, en fait, je me suis aperçu que je savais pas cuisiner des œufs. Des œufs? Ouais. Mmh. Ouais, c'était je me suis pris un petit taquet là quand même. Ah ouais? Ouais. Et puis, du coup, j'avais un peu la honte parce qu'avec toutes les années, d'expérience que j'ai eues, et puis, je sortais quand même d'un 3 étoiles au guide Michelin, j'ai un client, qui me dit que: «Tu sais pas cuire les œufs». Bref, voilà, je te raconterai la suite de l'histoire après. OK. Et puis un autre, un beau jour, à l'auberge, c'est une maison, emblématique qui a été créée en 1903 et qui a accueilli de fortes personnalités. Et puis un jour, je suis tombé nez à nez devant Georges Clooney. Mmh. À ton avis, laquelle est-ce qui est vraie, laquelle est-ce qui est fausse? Donc il y en a une de vraie et 2 de fausse, c'est ça, hein? Exactement. OK. Bon, je suis pas bon aussi dans ces trucs-là, hein. Mmh. Ouais. J'ai envie d'en savoir Mais plus sur, en fait, tu sais quoi? Mais il y en aura peut-être même 2 de vraies. Non, mais en fait, il n'y en a vraiment qu'une de vraie. Tu veux je un pense que indice? 18 vélos, c'est trop. J'hésite entre les 2 autres, mais je suis curieux d'en entendre plus sur tes histoires d'œufs. Donc, je vais partir sur celle-là. Ah! Eh ben, bravo, c'est bien ça. Donc la petite anecdote, Excellent. c'est, en fait, donc Val Thorens, c'est à 2300 mètres d'altitude Mmh. et j'ai découvert que l'eau ne bout pas à 100 C'est degrés. ce que Elle j'avais deviné bout ça. aux alentours de 85 degrés. Et ouais. Et donc un beau matin, j'ai un client qui me demande un œuf à la coque, et donc je le cuis, comme quand, j'étais en plaine à 450 mètres d'altitude. Et puis, ben, mon chef de salle, il vient, il me dit: «Chef, le client, il a dit que l'œuf, il est pas assez cuit». «D'accord», et je lui dis: «Mais en fait, il le veut plus cuit». «Bah, oui, 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 chef». «OK». Je mets 1 minute de plus Mmh. et il revient: «Mais chef, il est toujours pas assez cuit». Donc j'avais mis 6 minutes de cuisson Mmh. et l'œuf était toujours pas assez cuit. Et là, je dis: «Bah, là, il y a un problème, quoi». Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'en fait, l'altitude, et ben, ça changeait le temps de cuisson. Mmh. Et là, j'ai dit: «Ah ouais, les paramètres changent à 2300 mètres Ouais, d'altitude». complètement. Et Excellent. donc il a fallu s'adapter. Super Bravo, anecdote. Voilà. tu trop fort. Mais j'en ai pas 18 vélos à la maison, mais j'en ai pas mal. Ah, si tu comptes celui des enfants et bon, ouais, ça doit j'imagine. OK, allez, à mon tour. Alors, première anecdote à mon sujet. Donc, dans le trail, un des accessoires assez communs, bon, c'est les bâtons de trail. La Maxi Race cette année, c'était la première fois que j'utilisais des bâtons de trail. Mmh. Première anecdote. Mmh. OK. Deuxième anecdote. Quand j'étais enfant, j'étais tout le temps sur mon vélo. J'ai fait du BMX, j'ai fait du VTT, je fais tout le temps le casse-cou à vélo. J'étais abonné à l'hôpital, j'y allais à peu près tous les ans. Hem et je me suis cassé 2 fois le bras gauche. Mmh. Troisième anecdote, à l'UTMB cette année, malgré la fatigue de la course, les sollicitations et cetera, on a fait la fête jusqu'au bout de la nuit, le samedi soir, et avec Camilla, on était à danser et à chanter, sur, Beyoncé jusqu'à la fin de la soirée, tard dans la nuit samedi.
Avant la course ou après la course? Après. Ah, À ton avis, laquelle de ces 3 affirmations est vraie? purée. En fait, je me laisserais séduire par dire que tu ferais la fête parce que tu es tellement content que tu le ferais, mais je pense pas que c'est ta personnalité de faire ça. C'est quoi l'histoire des bâtons là? Les bâtons, c'est que j'aurais utilisé les bâtons de trail pour la première fois sur la maxi race que j'ai fait cette année. Donc 2024, ça aurait été la C'est trop première gros fois. ce truc là. Ah ouais. Mais j'ai du mal à croire que tes casse-cou, que tu cassais 2 fois le bras en faisant du BMX. Fais voir, lève ton coude pour voir si tu as une Je te cicatrice. je te la donne, c'est entre ces 2-là. C'est entre ces 2 là? Mmh. Donc entre le bâton et le c'est ça? Bah, je dirais le bâton alors. Correct, bien joué. Ouais, Eh ouais, j'ai utilisé les bâtons en fait, plein de fois en ski notamment, ouais, mais en trail, j'en avais jamais ah utilisé. ouais. Donc ouais, j'ai acheté ma première paire de bâtons, Pour ce l'UTMB? printemps. Non, pour la maxi race avant ça. Ah Ouais. d'accord. Hem et Tu dois la avoir pas mal 2e de était courbatures alors? ouais, parce qu'en plus c'était super beau, donc ouais, on avait des conditions vraiment pas Ouais. faciles. Et Hem, ça t'a beaucoup aidé? ouais, mais en fait j'étais habitué dans le sens où j'ai l'habitude de faire du ski alpinisme et du ski de fond, donc le mouvement était assez familier quoi, c'est venu assez vite. Et en fait, la 2e anecdote, elle est vraiment pas loin d'être vraie parce que, je me suis jamais cassé 2 fois le bras gauche, mais par contre bras gauche, bras droit, je me suis cassé plein de choses. Ah ouais, Ouais, d'accord. ouais. Ouais, moi C'était aussi, j'ai eu une phase où je me suis pété. pour de Je me vrai, suis j'avais pété en un 2. j'y allais 1 fois par an. Voilà. Donc bravo, tu as gagné aussi. Bon et bah, merci. Ça y est, maintenant nous arrivons sur le questionnaire, de la communauté du UTMB. C'est une question de Garance. Pourra-t-on un jour voir Vincent faire l'assistance de Camilla sur une course? Oh yes, j'adore cette question, merci Garance. Alors ça dépend pas que de moi, j'avoue, donc je vais pas parler en sa parole, mais oui, j'espère bien. C'était le cas en fait déjà cette année, juste avant de déménager, et là où on habitait aux États-Unis, à Portland, Camilla a fait un 30 kilomètres, dans le sein de l'épreuve s'appelle Gorge Waterfalls, c'est juste à 30 minutes de Portland et j'ai fait son assistance sur la course. J'avais déjà fait son assistance en 2019 sur un autre trail dans les Alpes. Donc, je sais pas si ça sera dès 2025, mais à l'avenir, ouais, j'espère bien. C'est vrai que c'est important d'être aussi de se sentir, encouragé, soutenu, par ses proches et ça doit être super, super, excitant, quoi. Puis je pense qu'au-delà en fait, le fait de changer les rôles, je pense que n'importe qui prend le Mmh. départ d'un trail où il a, en fait, une assistance perso, que ça Mmh. soit un proche, conjointe, frère et sœur ou ami proche, le fait de changer les rôles et Mmh. de comprendre ce que c'est que de se mettre dans la position de faire l'assistance, on prend conscience de, à quel point c'est engageant en termes de temps passé, en termes Mmh. de fatigue, physique, mentale et cetera. Donc c'est un très bon exercice pour tous les coureurs. Parce que c'est elle qui t'a fait ton assistante pendant le Ouais, UTMB. pendant l'UTMB, Donc ouais, elle a fait aussi 20 heures de course. exactement et pour bien d'aspects bien plus durs que Mmh. que d'être coureur, ouais. Question de Enzo. Est-ce qu'il t'arrive de parler avec le camion runner pendant le UTMB? Alors oui, j'ai changé des mots avec le cam runner, il y en a même plusieurs. Je crois qu'à des moments, ils sont à pied, des moments, ils sont à vélo. Et en fait, il a fallu un moment pour que je comprenne que c'était la personne qui faisait le live. Parce que, bah, ça m'était pas arrivé d'être en tête de l'UTMB comme ça et en fait, pour moi, il y avait juste c'était des fois sur les courses, ça arrive qu'il y ait un ouvreur en vélo ou des choses comme ça Oui. et le fait que les caméras soient toutes petites, c'est des mini caméras Mmh. portatives, fait que c'est très discret et en fait, au début, je discutais juste parce que je dis: «Tiens, il y a un gars à vélo à côté de moi, OK». Donc Donc tu ouais, ouais, animé la course. on a pu échanger quelques mots, ouais, heu et après bon, je reste concentré sur ma course quand même, donc Mmh. c'est pas comme si on était en discussion tout le temps. Mais oui, on a pu échanger quelques mots, ouais. Trop bien. Donc question de Valentin. Qu'est-ce qu'on peut dire que le format roulant de Chianti by UTMB te convient à la perfection? Ouh là, la perfection, je sais pas. Ce que j'aime, c'est que notamment en sortie d'hiver, dans l'hiver, c'est compliqué d'aller en montagne vraiment, d'aller, faire des gros dénivelés. En revanche, moi, j'aime bien courir, presque un peu plus courir à plat pendant l'hiver.
peut-être faire des crosses ou en tout cas des séances de fractionnés avec de la course avec un peu plus de rythme. Et le format type Chianti, il permet il est aligné à ce type d'entraînement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller faire des longues dénivelées, montées, descentes comme le demanderait un entraînement type UTMB. Après, est-ce que ça me conviendra ou pas? Je répondrai à la question après la course, on verra. Mais j'espère. Ouais. Trop bien. Bon, Vincent, année 2024, on arrive sur la fin. Grosse année, riche en émotions. Est-ce que tu pensais que 2024 allait être aussi riche? Et quels sont tes projets pour 2025? À quel point ton agenda de course est-il déjà structuré? Ouais, je pense que forcément, 2024, je ne m'attendais pas à ce que ça apporte ce que ça a apporté. Il y a eu beaucoup de choses, même au-delà de l'aspect sportif. On a déménagé d'un bout à l'autre du monde. Donc 2025, ça va apporter plein d'autres éléments très excitants. Je n'ai pas encore tout exactement défini dans le calendrier de course, mais Chianti va être la première course au mois de mars pour clôturer l'hiver et ouvrir la saison vraiment à pied sur longue distance. Et pour moi, en fait, l'UTMB de 2024, il clôture pas le rêve que j'avais. Au contraire, il ouvre la porte sur plein d'autres potentiels et il redéfinit le champ des possibles, en fait. Donc j'ai pas... la motivation pour moi d'aller courir là-bas, c'est parce qu'il y a 2 tickets pour aller à la Western States. Mais en fait, mon but ultime, c'est pas forcément d'aller à la Western States. Mon but, c'est d'aller chercher là où il y aura le plus de densité, là où il y aura le plus de niveau dans les courses, dans le trail. Et je suis persuadé que ça va faire qu'augmenter dans les années qui viennent. Moi, j'ai hâte en fait de faire une partie de ça, quoi, d'essayer d'être témoin de l'intérieur d'un peloton dans l'ensemble qui se densifie, qui s'agrandit, pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui fasse du trail, tout simplement. C'est encore embryonnaire du sport à l'échelle à laquelle il existe dans la plupart des pays, dans la plupart des régions du monde. Et je pense que le niveau, la densité, elle va venir en s'exposant à un plus grand nombre. Donc c'est pas forcément parce que on va améliorer la science qu'il y a dans les chaussures, on va améliorer encore nos connaissances en nutrition. Ça, il y a déjà eu des avancées phénoménales sur les dernières années. En revanche, juste en ouvrant la porte à encore plus de monde et donner la chance à plus de monde de prendre le départ de ces épreuves, on va avoir une densité montée de folie. Ah Donc ouais. les pionnières et les pionniers de ce sport, ils vont pas changer pour autant. Ce qu'a fait un Kylian, ce qu'a fait cette année une Katie ou Courtney, ça restera incroyable. Et ça va, j'espère, ouvrir la porte à encore plus d'autres à l'avenir. Et c'est ça qui va faire monter le niveau, à mon avis. Ou en tout cas, j'espère. On verra. C'est comme le lac d'Annecy sur la gastronomie. Exactement, Ça le s'est parallèle est ouvert bon, hein. à plein de talents et aujourd'hui, le lac d'Annecy rayonne de la Mm. gastronomie mondiale. Bon, et dernière question pour toi alors. Qu'est-ce qui va être sur l'agenda pour toi en 2025? Est-ce que tu refais une Pyramenta, que je sais que tu as déjà fait dans le passé? Eh, l'étape du Tour qui est à Albertville cette Ah année, hein. ah, c'est vrai. Ah, c'est à côté de la maison, donc peut-être une petite étape du Tour. Super. Ça serait sympa. Et puis, une pierre à monta, ça me dirait bien, ouais. Ouais. J'ai chauffé un ami guide là qui veut le faire. Alors après, le problème des guides, c'est que faut arriver à les attraper, hein. Parce que les chefs étoilés, c'est facile. Les chefs étoilés, non, c'est pas mieux, ouais, tu raison. Bon, bah super. Et puis, aussi, profiter de la famille et puis après aussi professionnellement, de continuer à faire grandir notre travail, délivrer encore plus d'émotions et avoir une cuisine encore plus goûteuse. Génial. Voilà. Bah, hâte de suivre ça. Et puis, en attendant, on arrivera à se caler une sortie ici, autour d'Annecy, hein. Pas que même, on peut aller, gratter un petit peu dans les montagnes aux alentours. Ça marche avec Avec plaisir. grand plaisir. En plus, tu fais du ski rando? Ouais. 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 Donc, non, dès que la neige arrive, avec plaisir. Bon, génial. On est tout bon. On Merci. En tout cas, moi, je voulais te remercier et te féliciter parce que
J'ai pas l'habitude d'être assis, hein, je suis toute la journée debout et ben, en fait, tu es vraiment un exemple, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec toi. Je connais pas trop ton métier et tu as su bien le présenter et ta passion du sport et ben, en tout cas, voilà, je te remercie Merci à toi. et puis surtout, tu es super humble et tu peux dégager de plein de belles choses et voilà, ça a été un bon moment pour moi. Je sais pas combien de temps on est assis là, mais en tout cas, j'ai même faim, tu vois? Ça me donne faim. Ouais, bah, moi, j'ai hâte de tester ce que tu nous as préparé surtout. Non, franchement, merci de nous avoir accueillis, ici et pareil, ben, moi, c'est génial d'apprendre à te connaître et d'entendre un peu plus sur ton métier qui est fascinant, qui est passionnant et je pense que je suis à peu près sûr maintenant que je ferai jamais ce métier ou on sait jamais, mais en tout cas, ça fait rêver, c'est incroyable. Donc, bravo pour tout ce que tu as fait déjà et tout ce que tu vas continuer à faire. Ben, merci.